Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Aïssé Ndiaye, la créatrice de la marque Africanista. Africanista, c'est une marque engagée notamment pour promouvoir la diversité. Avec Aïssé, on a parlé des émeutes dans les banlieues en 2005, de comment trouver sa place dans notre société en tant que femme noire française d'origine africaine, et on a aussi échangé sur le pouvoir d'une marque utilisée comme plateforme pour être entendue dans l'espace public. Avec Aïssé, on a évidemment parlé d'environnement, d'écologie, de ce qu'elle compte faire avec sa marque et de ses ambitions pour aller plus loin dans ses engagements. Cet épisode m'a beaucoup appris sur les questions de diversité, alors j'espère que vous trouverez cette discussion intéressante. Car la mode responsable, c'est aussi une mode qui peut être politique et qui doit être inclusive. Petite parenthèse, si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, comme celle d'Apple Podcast, et parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et avec votre entourage, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Allez, assez parlé, je laisse la place à mon invité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aïssé, merci beaucoup de me recevoir chez toi en plus pour cet enregistrement. Avec plaisir. Alors, la première question, j'aimerais qu'on remonte en arrière pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître et connaître qui tu es. Est-ce qu'on pourrait parler de ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi ? Quel genre d'éducation tu as reçu de la part de tes parents ? Si tu peux nous confier tout ça. Alors, je suis née à Paris dans le 11e, plus précisément dans le quartier de Belleville. Donc, quartier où je suis née et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et au niveau de mon éducation, c'était une éducation à l'africaine. C'est-à-dire mes parents à la maison nous parlaient aussi bien le soninké, qui est mon ethnie d'origine, je suis d'origine mauritanienne, on nous parlait aussi bien le soninké que le français. Donc c'était un mix de soninké et de français, et au niveau de l'éducation, c'était vraiment une éducation traditionnelle où voilà, on portait des tenues traditionnelles à la maison, on mangeait la bouffe de chez nous, on parle notre langue d'origine, et puis voilà, tout simplement. Ok, très bien. Et alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. En 2014, tu lances ta marque, ta propre marque Africanista. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et pourquoi à ce moment précis dans ta vie, tu as eu envie de créer cette marque ? Alors, il faut savoir qu'Africanista, c'est vraiment l'aboutissement d'un cheminement personnel vis-à-vis de ma quête d'identité. Et je me posais pendant plusieurs années, depuis que j'étais toute petite, je me posais des questions par rapport à mes origines, par rapport au fait que je sois une petite fille noire, après sur le fait que j'étais une adolescente noire, et plus tard des questionnements en tant que femme noire et africaine surtout. Et je me retrouvais pas forcément dans les représentations que je voyais aussi bien à la télé, dans les médias, ou même dans les livres scolaires au niveau de l'histoire. Donc, c'était des questionnements existentiels que j'avais tout au long de ma vie. Et du coup, arrivé à 25-26 ans, j'ai découvert un bouquin qui m'a complètement ouvert les yeux sur mon africanité, qui s'appelle Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. Et ce bouquin racontait justement l'histoire de l'Afrique à travers l'Égypte antique, à travers les différents royaumes qu'il y a pu avoir en Afrique, à travers les ethnies qu'il y avait. Et j'ai découvert justement dans ce bouquin l'histoire de mon ethnie, les Soninké.
Et par rapport à ça, j'ai dû faire toute une déconstruction par rapport à l'Égypte antique parce que c'est une civilisation auquel je voue une véritable passion depuis l'âge de 11 ans. Mais tout ce que j'avais appris sur les Égyptiens, c'était sur le prisme des égyptologues occidentaux. Et là, pour le coup, j'avais un historien africain qui avait fait des recherches, qui a monté des études, etc., et qui a démonté toute l'argumentation des égyptologues blancs. Et donc, du coup, suite à la lecture de ce bouquin, ça m'a complètement renvoyé à qui j'étais. Et donc, du coup, j'ai posé des questions à mes parents sur d'où ils venaient, quelle était la signification de leur nom de famille, qui étaient les Soninké en Afrique de l'Ouest, et pourquoi mes parents étaient venus en France, dans quel contexte ils sont venus en France, etc. Et suite à ça, ma mère, en 2011, elle était partie en Mauritanie. Et en revenant de son voyage, elle a ramené beaucoup de photos d'archives. Et c'est là que j'ai découvert, entre autres, une photo d'elle où elle posait avec ma tante dans un studio photo à Dakar, au Sénégal. Et cette photo m'a complètement bouleversée. Parce que c'était la première fois que je voyais ma mère enfant. Et suite à la découverte de cette photo, du coup, j'ai eu comme déclic de m'intéresser à la photographie africaine. Donc, j'ai tapé photographie africaine, puisque les photographies africaines, on en avait tous à la maison. Dans toutes les familles africaines, on a des photos de nos parents ou de nos grands-parents ou de nos tantes, etc. et oncles. Et donc, du coup, c'est là que je suis tombée par hasard sur les photos de Seydou Keïta, puis de Malik Sidibé, plus de Mama Kassé, Oumar Ly, Abderrahmane Sakali, et tout le vivier de photographes africains qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, du coup, suite à ces découvertes-là, où j'ai vraiment vu l'élégance africaine à travers les poses, à travers l'apparat des femmes, etc., et l'esthétisme, l'idée d'Africanista a commencé à germer à partir de là, et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour voir s'il n'y avait pas des marques justement qui exploitaient un petit peu le terreau des photographies africaines. J'ai vu qu'il n'y en avait pas, et voilà, j'ai commencé à construire Africanista à travers justement 4 voire 5 thématiques, à savoir la photographie africaine, les proverbes africains, les slogans avec cette question identitaire vis-à-vis des Africains issus de l'immigration qui vivent en France, les hiéroglyphes égyptiens, et puis l'ode à la féminité à travers les épaulettes. Ouais. L'esprit funky diva qu'on retrouve sur certains t-shirts et sweatshirts. Donc voilà, Africanista s'est tissé autour de ces thématiques-là. Ok, une vraie quête d'identité, quoi. Ouais, c'est voilà. vraiment toi, génial. Sur ton site, tu cites un proverbe africain qui dit si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait avec Africanista. Oui. C'est vraiment, et c'est ça qui t'a aussi marqué. C'est pour ça que tu l'as noté sur ton site internet. Il y a tellement de citations africaines, mais oui, cette citation, elle me tient particulièrement à cœur parce que voilà, en tant qu'afro-descendant, c'est important de savoir d'où on vient. Parce que tôt ou tard, en tout cas, en tant que noir et en tant qu'Africain, se pose justement cette question quand on est issu de l'immigration et qu'on baigne dans la double culture. Il y a cette question existentielle qui vient à un moment donné dans notre vie où on se dit qui on est finalement. Parce que bien au-delà du fait qu'on soit français, on a une origine, et vu qu'en plus la société française nous renvoie toujours à nos origines, c'est important de savoir d'où on vient, justement, pour savoir où on va. Pour se construire. Voilà, pour se construire. Mentalement, psychologiquement, et qui nous conditionne à être ce qu'on est et à être complètement en phase avec son identité. Ouais. C'est surtout ça. Et donc tu le dis, ta marque, c'est un hommage aussi à tes origines africaines, mauritaniennes. C'est vraiment une quête un peu spirituelle même. Et c'est aussi un hommage à ta maman. Tu nous as parlé de ta maman. C'est quel genre de femme, ta maman ? Ma maman, c'est une femme douce. C'est une femme qui est vraiment à l'opposé de moi, à l'opposé de mon caractère. C'est une femme qui est discrète, c'est une femme qui est curieuse du monde qui nous entoure, c'est une femme qui est bienveillante envers ses enfants. Et voilà, c'est une femme c'est une battante. C'est une battante, c'est une femme qui a eu 1000 vies et c'est une femme qui s'est construite seule, qui est arrivée à l'âge de 15 ans en France, qui a eu 8 enfants, qui a travaillé pendant de longues années en tant que femme de chambre. Et voilà, c'est une femme qui
C'est une femme comme bon nombre de femmes africaines qu'on retrouve dans les quartiers populaires qui vit cette mixité sociale tout en gardant sa culture africaine et qui va de l'avant, quoi. Ouais. Ma mère, c'est tout ça à la fois. Ok, une belle femme bien forte. Et de façon générale, tu me disais aussi que ta marque, c'est un hommage à toutes les femmes un peu indépendantes, audacieuses. Pourquoi c'était important aussi pour toi, cet aspect-là ? Parce que moi, je viens d'une famille traditionnelle où, voilà... quand on est une femme issue de l'Afrique subsaharienne, c'est vrai que chez nous, la finalité, c'est un petit peu... pour être une femme épanouie, il faut être mariée et avoir des enfants. Sauf que le monde d'aujourd'hui a complètement changé et qu'aujourd'hui, une femme a le droit de se marier avec qui elle veut, qu'une femme elle a le droit de disposer librement de son corps et qu'une femme, justement, est actrice de sa vie et que c'est à elle de décider de ce qu'elle veut en faire. Et chez nous, c'est pas comme ça, en fait. Chez nous, c'est... Bon, après, les mentalités ont changé, mais traditionnellement parlant, c'est les parents qui marient leurs filles. Et puis voilà, tout simplement. Et pour moi, Africanista, c'est aussi ça. C'est montrer que, voilà, même si je suis une Africaine qui est française, j'oublie pas d'où je viens, mais je suis une femme moderne. C'est-à-dire que je renie pas mes racines, je renie pas les traditions qui sont liées à ma culture, mais néanmoins, je suis mon propre libre arbitre. C'est ça que ça veut dire surtout. Et c'est aussi montrer aux femmes que tu peux être tu peux être une banlieusarde, tu peux être noire, africaine, tu peux être de confession musulmane, tu peux venir d'un quartier, mais tu peux être ta propre patronne, en fait. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tout est possible. À qui s'en donne les moyens. Après, c'est pas facile, mais faut... Moi, je me dis que dans la vie, il faut pas se trouver d'excuses pour faire ce qu'on a envie de faire et d'être qui on a envie d'être, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Et pour moi, Africanista, c'est vraiment un hommage justement à toutes les femmes. C'est un hommage à toutes les mamans africaines aussi parce que, voilà, les mamans africaines, on les voit comme ça, mais leur vie n'est pas facile. Déjà qu'elles ont des boulots qui sont qui sont manuels, qui sont difficiles. La plupart d'entre elles sont femmes de ménage, femmes de chambre. Après, je dis pas que toutes les mamans africaines font ce type de job, mais en tout cas, en Afrique subsaharienne, on va dire 70% des femmes occupent ce type de poste. Et voilà, ce sont des mamans qui, quand elles rentrent à la maison, elles mettent leur deuxième casquette qui est maman et épouse, où elles doivent s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur mari, faire la cuisine, le ménage, etc. Elles n'ont pas une minute à elles. Donc la charge mentale chez les femmes africaines, elle est immense. Mais ça, on n'en parle pas. Et pour moi, Africanista, c'est un hommage à tout ça. Et c'est un hommage aussi à toutes les femmes en général, à se dire voilà, qu'à l'ère dans laquelle nous vivons toutes aujourd'hui, malgré le patriarcat, on est ce qu'on est. Et on doit être libre de ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Oui. Voilà. Faudrait faire écouter ce que tu viens de dire à toutes les petites filles dans les écoles, parce que c'est un message hyper puissant, hyper féministe. Merci, moi ça me parle énormément. Et donc tu le disais, c'est vrai qu'au moment de créer ta marque, t'étais en pleine réflexion sur toi, sur qu'est-ce qu'être une femme noire, en France, d'origine africaine. Est-ce que tu as trouvé des réponses à toutes ces questions que tu te posais à ce moment-là, en 2014 ? La plupart, oui. Mais même là, à l'heure actuelle, je continue d'apprendre. Pour moi, la vie, c'est un apprentissage constant. Donc, voilà, j'ai eu la plupart de mes réponses à mes questions, mais je continue à avoir des questionnements et je continue à explorer ce que je suis. Ouais. Ouais, j'imagine que c'est une quête perpétuelle. On a toujours des questions qui viennent. Vie. C'est ça. Et c'est comment de grandir en tant que femme noire, fille d'immigrés en France, quand on connaît le racisme qu'il y a aujourd'hui, comment c'est de grandir, de se construire dans ce contexte-là ? Je dirais que c'est pas évident. Moi, par exemple, je suis née à Paris. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans à Belleville, dans le 11e, où il y avait une belle mixité sociale, où il n'y a jamais eu de soucis. Moi, le racisme, je l'ai découvert en banlieue. À l'âge de 12 ans, quand j'ai débarqué avec mes parents, quand on a emménagé à Clichy-sous-Bois, c'est là que j'ai connu le racisme. C'est là où j'ai connu, j'ai débarqué dans une cité où il y avait beaucoup d'origines confondues, mais les gens ne se mélangeaient pas forcément. Donc c'était dur d'évoluer dans un quartier, dans une cité pareille. Mais après voilà,
Les choses ont changé petit à petit. Il faut savoir que là où mes parents habitent à Clichy-sous-Bois, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup de Turcs, il y a beaucoup de Cambodgiens, etc. Et c'est les émeutes de 2005 qui ont mis tout le monde d'accord. En fait, malheureusement, c'est les émeutes de 2005 qui ont fait que oui, les gens se sont remis en question et que on a assisté à un vrai vivre ensemble, en fait. C'est là où on s'est rendu compte qu'on était tous au même niveau. Donc, c'était pas évident. Pour moi, qui étais parisienne à la base, c'était pas évident de me retrouver banlieusarde parce que c'est pas les mêmes codes, parce que même à l'école, c'est pas la même chose. Moi, j'ai débarqué à Clichy-sous-Bois en classe de 5e et voilà, quand on levait la main au tableau, on me traitait de bouffonne, etc. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui est une dingue, qui a une amoureuse des livres, etc. Et j'avais pas forcément les livres que je voulais dans la bibliothèque. Il y avait rien là-bas. En 94-95, il y avait rien. Il y avait rien qui était fait pour les jeunes en ce temps-là. Donc, c'était dur d'évoluer dans un univers comme ça, surtout quand auparavant, t'as jamais vécu ça, que voilà, tu vas en colonie de vacances avec tes potes, ou que tu vas dans n'importe quelle bibliothèque du 11e, tu trouves tous les bouquins que tu veux, que tu peux déambuler dans les rues de Paris à faire les musées, etc., et que tu te retrouves dans un coin où il n'y a pas d'activité culturelle. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté psychologiquement, le fait qu'il n'y avait pas d'activité culturelle, etc. Donc voilà, c'est le résultat des courses, tu restes à la maison, ou sinon tu vas te galérer au centre commercial du coin avec tes copines. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, ça. Ouais, j'imagine. Ouais. Et aujourd'hui, tu portes quel regard sur le contexte actuel parce que tu es encore en construction, enfin, on le disait, c'est le chemin d'une vie. Donc, quel regard, enfin, comment ça se passe pour toi et quel regard tu portes sur tout ce qui se passe, le contexte actuellement Pour Clichy-sous-Bois, pour moi, il y a une grosse évolution à partir du moment, encore une fois, où les émeutes ont eu lieu. Toi, tu avais quel âge au moment des émeutes ? Au moment des émeutes, c'était en 2005. J'avais 23 ans. Ouais. Donc en plus, tu étais en capacité de comprendre ce qui se passait, d'analyser, d'avoir ta propre réflexion. Le jeune qui est mort électrocuté, Bouna Traoré, c'était mon cousin. D'accord. Donc moi, j'habitais déjà ici à Saint-Ouen en 2005, mais voilà, j'ai eu des nouvelles via ma mère. Après, quand j'allais à la maison, parce que voilà, il y a eu tout un truc. Il y avait plein de journalistes. On avait l'impression que c'était la Troisième Guerre mondiale. Il y avait des hélicoptères partout. C'était en mode couvre-feu et tout. Et entre ce qu'on disait à la télé et la réalité, pour moi qui était une Clichychoise, c'était deux mondes différents. Ça m'étonne Donc pas. déjà dans le traitement de l'information et même vis-à-vis de la famille de mon cousin, c'était pas un délinquant. C'était vraiment pas un délinquant. On l'a fait passer en tant que tel. Moi, ce qui me fait rire avec les médias en France, c'est que quand il y a des bavures policières, souvent les jeunes sont criminalisés avec leur famille et on les déshumanise. Déjà qu'on nous déshumanise en tant que personnes vivant dans les quartiers populaires, on déshumanise les victimes et on les transforme en criminels. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal aux gens à Clichy-sous-Bois. Mais ça a soudé les gens. C'est ça qui était formidable, c'est que ça a soudé les gens. Tout le monde a fait front commun avec les familles des victimes. Et voilà, après, il y a eu toute une politique d'urbanisation au niveau de la ville. La cité où j'avais grandi, elle a été détruite, parce que c'était une cité clairement qui était délabrée. Et voilà, il y a eu la construction de nouvelles cités avec moins d'étages. Les gens ont été relogés dans des logements décents. Les rues ont été nettoyées, etc. Donc aujourd'hui, quand on va à Clichy-sous-Bois, c'est une ville de banlieue qui est propre. Et voilà, tous les jeunes qui avaient à l'époque, ils sont partis. Donc c'est des plus jeunes qui sont là. Donc voilà, mais ça reste quand même une ville pauvre. Aujourd'hui, le maire, il n'a pas forcément les moyens de mettre en place tout ce qu'il a envie de mettre en place pour les jeunes du quartier. Ouais. Ça doit être une volonté de tout le monde, de tous les politiques. J'ai l'impression à partir du moment où on colle une étiquette aux jeunes issus de l'immigration en les faisant passer pour des fouteurs de merde, pour des gens qui ne veulent pas s'insérer ou des gens qui ne veulent pas s'intégrer, on n'a pas à s'intégrer. On est Français et Françaises.
On est né, on a grandi ici. C'est-à-dire que ce que les politiques et les médias ne comprennent pas, c'est que aujourd'hui, même si on est issu de l'immigration, on est français. Et on ne quémande pas le fait d'être français. On est français, un point, un trait. Mais qu'on ne nous demande pas d'oublier d'où on vient, nos origines, notre héritage, ce que nos parents nous ont légué en matière d'identité, d'ADN, etc., pour plonger dans la culture française, quand on sait que même dans l'histoire française, on n'est pas en phase sur les questions d'immigration. C'est-à-dire que voilà, nos parents, ils ne sont pas venus en France pour gratter la France, ils sont venus en France par nécessité. C'est la conséquence, l'immigration, c'est la conséquence directe de la colonisation. Donc il y a une cause à effet. C'est l'histoire d'hier qui a mené à la géopolitique d'aujourd'hui. Donc à un moment donné, tant que la France ne résoudra pas les questions liées à la colonisation, à la traite négrière, etc., on ne pourra pas aller de l'avant. Ouais, je partage ton point de vue. C'est dur à dire et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas à s'excuser de qui on est. Moi, je suis fatiguée qu'à chaque fois, on nous dise oui. Quand on dit t'es de quelle nationalité? Je suis française. Ouais, mais l'air de dire ouais, mais tu viens d'où? Ouais. Donc voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Donc oui, en plus nous les gens issus de l'immigration, on a ce cul entre deux chaises, c'est-à-dire que aujourd'hui on nous renvoie à nos origines en France et quand on va en Afrique, on dit ouais, nous les Français. C'est ça le hic dans le générique. Ouais, ça doit pas être évident de trouver sa place en fait, voilà. De savoir où est-ce qu'on appartient, enfin voilà. Et il y a une question aussi qui me vient à l'esprit. On va y revenir, mais tu utilises ta marque aussi pour faire passer beaucoup de messages. Et puis on l'a dit. Est-ce que tu as l'impression que ta voix est suffisamment entendue aujourd'hui? Parce que, disons-le honnêtement, être une femme déjà, dans les médias. Mais alors être une femme noire, alors là c'est la double peine dans la visibilisation, dans l'espace public. Comment tu le ressens toi? Est-ce que tu as quand même l'impression que ta voix est entendue, ou alors justement tu utilises ta marque pour que ta voix soit entendue? J'utilise ma marque comme support justement pour faire passer des messages, parce que je pense que en tant que créatrice de mode, c'est important, surtout dans l'ère dans laquelle on baigne tous aujourd'hui, c'est important de faire passer des messages. Donc moi je le fais je le fais avec la marque. Après je trouve que par rapport à ce que je fais ou ce que je dis, il y a un bel écho, parce que voilà, il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux messages que je transpose dans la marque. Mais encore une fois, voilà, en tant que femme noire, en tant que créatrice noire en France, je suis pas forcément visible. Je suis pas forcément visible. Il y a cette double peine, parce que voilà, aujourd'hui, disons les choses clairement, en tant que femme noire, on est on est la dernière roue du carrosse dans cette société. On sera jamais l'égal des femmes blanches. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, on essaie de faire avancer les choses, on essaie de faire passer nos messages, mais on est invisibilisé quand même. Mais malgré cette invisibilisation, moi, je m'en fous, je dis les choses, je fais les choses, je fais les choses comme elles me viennent, etc. Et puis basta. Maintenant, voilà, comme tout le monde, j'espère être entendue, etc. Mais encore une fois, moi, je suis pas là pour quémander quoi que ce soit. Je suis pas là pour gratter, pour susciter de la pitié, etc. C'est pas ça que j'ai envie de susciter. Je veux que les gens comprennent que en tant que noire et en tant qu'africaine, on est comme ça. On n'a pas choisi d'être noir. On est noir, c'est un fait. J'ai pas à avoir honte de mon identité. J'ai pas à avoir honte de ma couleur de peau. Je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être africaine. Tu vois? Tu peux être française et être d'origine africaine. Tu peux être française et d'origine asiatique. Tu peux être française et d'origine maghrébine. C'est pas un problème. C'est la France, c'est la politique française, c'est le gouvernement, c'est l'établissement qui a un problème avec ça. Tu vois? Pour moi, et ce que j'essaie de véhiculer à travers Africanista, c'est que la double culture, c'est une richesse, c'est pas une tare en fait. Malgré tout ce qui s'est passé à travers l'histoire, on est là et c'est comme ça. Faut faire avec. Non, je suis bien d'accord. Écoute, j'espère que les messages vont passer en tout cas. Et il y a une description qui a retenu mon attention dans un article qui dit « Avec Africanista, Aïssé réussit à faire rimer stylisme et politique ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un engagement politique avec Africanista? Je pense pas que j'ai un engagement politique. En fait, pourquoi on a positionné ma marque comme politique, c'est à cause du t-shirt Liberté, Égalité, Affaires de papier.
Et pourtant, c'est un t-shirt parmi les 4 collections que j'ai faites. Mais souvent, quand des médias m'interviewent, ils retiennent que ça, liberté, égalité, affaires de papier. Alors que liberté, égalité, affaires de papier, c'est vraiment... c'est une collection parmi toutes les collections. C'est la deuxième collection d'Africanista. J'en ai 4 à mon actif. Mais les gens, le fait que j'ai détourné la devise française et que j'ai remplacé la notion de fraternité par affaire de papier, oui, quelque part, ça choque. Mais c'était voulu. C'était voulu. Je me doute. Voilà, c'était voulu. Mais non, c'est pas une marque politique. C'est une marque parmi tant d'autres. Après, oui, il y a quand même un engagement. Voilà, il y a un engagement parce que moi, je clame fièrement la double culture. Je clame fièrement le fait que je sois africaine, le fait que je sois fière de mes origines, le fait que je sois fière d'être une femme noire et africaine. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens se disent peut-être je suis engagée politiquement. Oui, je suis engagée parce que je suis sensible à certaines choses. Je suis sensible à la cause liée aux Noirs et aux Afro-descendants en général. C'est comme ça. Ouais. Aux femmes aussi, on l'a dit. Voilà, aux femmes aussi. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles je suis sensible. Et tu dis aussi dans ce même article, les Noirs de France sont toujours considérés comme des citoyens de seconde zone. Je veux montrer que la double culture est une richesse et prouver qu'il y a de la réussite dans l'immigration. Et ça, je trouve ça très fort. Bien sûr. Enfin, hyper puissant comme message sûr. Et je trouve ça génial. Bien sûr. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, il y a une chanson qui me marque toujours d'ailleurs. La chanson du 113 Prince de la ville, c'est-à-dire que voilà, dans le refrain, quand le AP, Mokobé et Rimka disent on est jeune et ambitieux, parfois vicieux, tu peux être le prince de la ville si tu veux, quand tu veux, où tu veux, c'est la vérité en fait. Voilà, on vient de banlieue et voilà, en banlieue il y a tellement de pépites, il y a tellement de talents, etc. Bah maintenant la banlieue c'est devenu à la mode. La banlieue ça influence Paname. Et la banlieue, la culture urbaine a toujours influencé la mode à travers le monde. Et je trouve qu'en banlieue, voilà, on met pas assez en avant les talents, les pépites qu'il y a en banlieue. On sensibilise pas les jeunes sur tout ce qui est artistique, etc. Et pourtant, il y a des pépites en banlieue. Et moi, je suis une banlieusarde, je vis encore en banlieue. Et quand je vois Youssouf Fofana de Maison Château-Rouge, c'est un mec de Villepinte à la base. Quand je vois comment Maison Château-Rouge cartonne à l'international, c'est une fierté. Ouais. C'est une fierté. Et pourtant, c'est un banlieusard. Donc, en banlieue, il y a des pépites. Il y a énormément de pépites. Mais encore faudrait-il s'y attarder. Ouais. Et leur donner leur chance. Et leur donner leur chance, surtout. Et arrêter de se dire oui parce que telle personne vient de Clichy-sous-Bois ou de Montfermeil ou le Donnel-sous-Bois ou de Sevran, forcément c'est catalogué banlieusard, donc forcément délinquant, forcément c'est négatif. Non, faut faire avec toutes les forces qu'il y a. Ouais, c'est clair. Et donc là, on a parlé de ta collection Liberté, Égalité, Affaires de papier, mais il y en a une autre aussi que j'ai trouvée hyper intéressante avec l'association sénégalaise. Alors, je suis désolée pour pour la prononciation. Je vais pas m'y risquer. Et avec la fameuse Mariama, qui rappelle donc Marianne, symbole de la République française. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette collection? Comment tu l'as imaginée? Pourquoi Alors, Harito Photo, en plus, c'est ma collection préférée au sein de la marque. C'est une collaboration que j'ai faite justement avec l'association Harito Photo qui est dirigée par Luc Da Silva. Et voilà, j'ai demandé à Luc Da Silva s'il y avait possibilité d'utiliser quelques photos pour en faire une collection. Et il m'a dit, voilà, choisis les photos que tu veux. Donc, j'en ai choisi 4. Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces photos? Et un soir, en regardant les photos et en regardant un documentaire, je me dis, mais je vais aborder 4 thématiques au sein de ces photos. Donc, il y avait cette photo avec cette femme qui posait avec gravité. Donc, du coup, je l'ai rebaptisée Mariama. Une autre photo avec une mère et sa fille que j'ai rebaptisée Maetata. Une autre photo avec un tirailleur sénégalais que j'ai baptisé Kissima. Et la 4e, la fameuse photo d'un homme qui posait avec ses 3 sœurs, que j'ai rebaptisée Union qui a été portée par Beyoncé. Et voilà, pour moi, ces 4 photos étaient représentatives de 4 thématiques que je voulais aborder. Donc, la pluralité de la Marianne d'aujourd'hui à travers Mariama,
Kissima ou l'histoire des tirailleurs sénégalais. Donc du coup ça replonge, on replonge dans l'histoire des tirailleurs africains qui ont participé aux deux guerres mondiales. L'histoire du matriarcat à travers Maïtata, donc à travers les liens entre une maman et sa fille, avec ce lien de transmission à l'image de ce que j'entretiens avec ma mère, de la relation que j'ai avec ma mère, et Union qui symbolise vraiment les liens du sang au sein d'une famille. Donc voilà. Ouais, c'est génial. Et justement, c'était ma prochaine question sur Beyoncé qui a porté donc un de tes t-shirts. Même deux. Deux de tes t-shirts. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Beyoncé avec tes t-shirts? Parce qu'on parle quand même de Beyoncé. Ouais. J'ai été complètement bouleversée. Franchement, je m'attendais pas à ce raz-de-marée. Et franchement, pour moi, c'était un truc de fou. C'est inimaginable. J'aurais jamais cru qu'une petite créatrice comme moi aurait vu un jour deux de ces t-shirts portés par la plus grande star mondiale, Beyoncé. Et jusqu'à l'heure actuelle, moi je dis merci à Beyoncé parce qu'elle m'a offert une visibilité de ouf, en plus par 2 fois. En 2018, quand elle a porté justement ces 2 t-shirts, en décembre 2018, en marge du festival Global Citizen en Afrique du Sud. Et en juillet 2020, en juillet de cette année, où justement à l'occasion de la sortie de son film Black is King, elle a créé par le biais de sa styliste sur son site tout un annuaire de créateurs africains issus de la diaspora africaine. Et du coup, je suis référencée sur son site. Wow. Donc franchement, c'est une belle consécration. Mais pour moi, c'est pas fini en fait. Ouais. C'est le début d'une belle histoire. Voilà, c'est le début d'une belle histoire et jusqu'à l'heure actuelle, je sais même pas comment qualifier ça. Je suis ébahie. Je suis ébahie parce que voilà, le fait qu'elle ait mis en avant des créateurs comme moi, non seulement les commandes des États-Unis, elles affluent de plus belle. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment une force de frappe et qu'elle a vraiment une fanbase de fou. Elle a toutes ses pages fans. Quand j'ai posté les photos sur Instagram, et que sa styliste nous a tagués, ça a fait un effet boule de neige. Il y a eu un afflux de commandes que j'ai jamais vu de ma vie. Et voilà, il y a eu des ripostes de partout. J'ai eu un article dans le Vogue US, dans pas mal de médias américains, mais en France, très très peu de médias ont parlé de cet engouement. En sachant qu'en plus, on était plusieurs créatrices françaises, noires, à être mise en avant par Beyoncé. On parle de sororité, on parle d'empowerment, on parle de plus que jamais, on parle de mise en avant des femmes, mais ça dépend de qui. Encore une fois, on est marginalisé. Donc, en tout cas, pour en revenir à Beyoncé, c'était une très très belle pub, très très belle couverture médiatique et j'en suis fière. Ouais, et puis c'est le début, voilà. Ça annonce que de belles choses pour la suite. Ouais, je l'espère. Mais oui. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'industrie textile un peu dans son ensemble et savoir ce que tu penses, parce que notamment de l'appropriation culturelle, parce que c'est un terme qui revient très souvent. Il y a souvent des créateurs, des créatrices qui vont s'approprier une culture particulière avec le wax. Je pense au wax parce que c'est vraiment le plus symbolique. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que toi, c'est finalement tu fais de la réappropriation culturelle avec ta marque. Donc, quel regard tu portes sur ça quand tu vois, je sais pas, des cultures qui sont reprises par des stylistes Moi, j'ai rien contre l'appropriation culturelle, mais il faut qu'elle soit faite correctement. Il ne faut pas que ça en devienne un folklore, parce que on n'est pas un folklore, encore une fois. Les cultures ne sont pas des folklores. Quand on prend le wax, par exemple, et que aujourd'hui, en France, je prends l'exemple de la France, que des créateurs mettent en avant le wax, des créateurs non africains, mettent en avant le wax juste pendant l'été. Le wax, c'est pas une mode d'été. Nous autres Africains, on porte du wax tout au long de l'année, tu vois. Ou que aujourd'hui, on prenne du wax et que on raconte des légendes urbaines. Voilà, le wax, c'est ça. Non, il faut se renseigner un minimum pour savoir d'où vient le wax. Même si on sait tous que le wax ne vient pas d'Afrique et qu'il a été mis dans le continent africain par les Hollandais au 19e siècle. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie des mœurs africaines. Le wax, aujourd'hui, il est devenu africain. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas que les gens portent du wax, mais il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas parler à la place des concernés.
Tu vois, on peut pas mettre en avant autant le wax et faire de la discrimination derrière. Tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. On peut pas mettre en avant le wax et faire l'impasse sur les cultures africaines. Parce qu'on a tendance à dire une culture africaine, mais l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, quand on veut mettre en avant le wax et qu'on veut promotionner une certaine culture, il faut le faire bien. Et quand on ne sait rien ou qu'on n'a pas forcément de bonnes informations vis-à-vis de la culture ciblée, bah, qu'on pose les questions aux personnes concernées. C'est ça le truc. Tu vois, et qu'on n'en fasse pas un déguisement où, le wax, c'est synonyme d'été, c'est synonyme de printemps-été. Le wax se porte tout au long de l'année en Afrique. Hein. Et c'est comme nous, les créateurs afro. Alors, on fait des pages spéciaux dans les magazines, dossier spécial afro en été. Oui, parce que l'Afrique, ça représente le soleil. Mais nous, aujourd'hui, nos marques, on les fait tourner tout au long de l'année, tu vois. Donc, cette question de l'appropriation culturelle, il faut faire très attention avec ça. Il faut que ça participe à un vivre ensemble. C'est pas quelque chose de folklorique, c'est pas une manne à gagner, etc. Donc voilà. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que finalement il y a plusieurs messages dans ce que tu viens de dire à la fois de c'est pas parce qu'on est parce qu'il y a parfois il y a des gens qui vont te reprocher ça mais finalement c'est pas parce qu'on est blanc qu'on peut pas parler de certains sujets voilà mais il faut le faire bien il faut se renseigner avant. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui est important. Bien sûr. Donc c'est hyper intéressant. Et j'aimerais qu'on revienne aussi un peu sur ta carrière parce que ça j'ai trouvé intéressante. Donc tu as commencé chez H&M et Forever 21 en tant que chargée de l'identité visuelle, c'est ça? Visual merchandiser. Ok, très bien. Et avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ces expériences? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec la fast fashion, les dérives et tout. Qu'est-ce que comment tu regardes ces expériences avec le recul aujourd'hui? Bah moi, quand je regarde H&M à l'heure actuelle, H&M m'a beaucoup apporté, que ce soit humainement parlant et professionnellement parlant aussi, parce que on m'a donné ma chance. J'étais vendeuse à la base, j'ai évolué en interne en tant que visual merchandiser et j'ai appris toute la stratégie marketing qu'un visual merchandiser met en place pour l'enseigne, à savoir comment mettre en avant les produits, aussi bien en vitrine qu'à l'intérieur du magasin, les stratégies prix qu'il faut avoir, comment faire en sorte d'impulser l'attractivité au niveau des vêtements et tout ça, tout ce qui est d'un point de vue merchandising, marketing. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez eux. Oui. Voilà. Bon, après H&M, voilà, aujourd'hui, c'est de plus en plus, ils se tournent vers tout ce qui est éco-responsable, etc. Mais quand je vois les scandales qu'il y a à côté, je me dis, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, moi qui ai travaillé pendant 11 ans au sein de cette enseigne, en interne, ils s'investissent beaucoup sur tout ce qui est sustainable, comme ils disent, tout ce qui est éco-responsable, etc., par rapport à la fabrication des matières, la provenance des matières, des produits, la fabrication, etc. Mais voilà, quand je vois les scandales qu'il y a à l'heure actuelle, je me pose des questions. Je me pose des questions. Quand je lis des articles sur le fait que dans certains pays du monde, dans les usines H&M, il y a des enfants qui y travaillent. J'ai honte, en fait. Et d'un point de vue plus général, alors sans parler d'H&M précisément, mais parce que donc l'écologie, on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est une valeur quand même qui te tient à cœur, que pas forcément que tu mets en avant dans Africanista, mais on sent que ça fait quand même partie de tes valeurs. Tu me disais quand je vais en Afrique, que je vois le plastique, enfin voilà, c'est des choses qui En fait, c'est la partie écologique au sein d'Africanista, elle va arriver petit à petit. Okay. Parce que justement, les derniers voyages que j'ai fait en Afrique m'ont mis en face de certaines choses, notamment tout ce qui est recyclage au niveau du plastique, etc., qui est un vrai désastre sanitaire là-bas. Là, j'ai mes deux derniers voyages, mes derniers voyages, en fait, ont été faits en Mauritanie, Sénégal et Burkina Faso. Et à chaque fois, c'était la même chose. C'est toujours cette histoire de plastique qu'on voit par terre, à tous les coins de rue. En plus, il n'y a pas forcément des bennes à ordures, c'est pas forcément trié, etc. Donc, il y a toute une sensibilisation des gens. Mais bon, c'est pas la priorité de la population parce qu'il y a d'autres priorités, tu vois, ce que je peux comprendre. Mais la question écologique, là-bas, il faut qu'elle soit abordée et surtout qu'il y ait des vraies mesures derrière. Ouais. Donc,
c'est la partie que j'aimerais aborder au sein d'Africanista dans un futur proche. Ok. Ouais, parce que tu as pris conscience de toutes ces dérives. Même c'est vrai de façon générale, au sein de l'industrie textile, les pollutions des sols, les quantités de vêtements. On essaie. Moi, en tout cas, à mon niveau, comme je te l'ai dit, moi, mes t-shirts, ils sont fabriqués en 100% coton biologique. Ils sont fabriqués en France. Voilà, je sais je travaille avec un atelier de sérigraphie, etc. Mais après, voilà, moi, j'essaie à mon niveau de faire en sorte que ce soit le cas. Ouais. Et même au niveau de la marque, dans les prochaines collections que j'aimerais fabriquer en Afrique, oui, il y aura cette partie éthique. Parce que j'ai envie de travailler avec des artisans du continent, j'ai envie de créer des emplois dans le continent et surtout faire en sorte que les gens apprennent l'autosuffisance. Parce que c'est possible en Afrique. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'or qu'ils ont entre les mains. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'exploitation en Afrique. On va faire travailler de la main-d'œuvre pas chère parce que forcément le franc CFA dévalue et dévalué. Donc toi, quand tu arrives avec tes euros, forcément, tu es gagnant. Donc voilà, au sein d'Africanista, en tout cas, oui, je veux tendre vers une mode de plus en plus éthique. Là, j'ai respecté le minimum syndical. Mais voilà, à court, moyen et long terme, j'ai envie de tendre à ça. Parce que c'est important. On ne peut pas, en tant qu'être humain, ne pas être sensible à des questions écologiques et environnementales. C'est pas possible, en fait. Parce que c'est notre planète et qu'on se doit de la protéger. On se doit de la préserver. Quand tu vois tout ce qui se passe, l'effondrement des glaciers, etc., ou que t'as des espèces animales qui sont en voie de disparition, ou que tu vois comment on pollue la mer et les océans. Les feux en Californie. Les feux qui s'enchaînent en Amazonie et en Californie, ouais, ça fait peur. Parce qu'on participe à notre propre destruction, tu vois. Mais la destruction, elle arrive d'où ? Pour moi, cette destruction, c'est du capitalisme, en fait. C'est le capitalisme qui fait qu'on en est arrivé là. Ouais, cette croissance à tout va. Mais bien sûr, cette politique de toujours être dans le rendement. Dans le rendement, il faut produire vite, par n'importe quel moyen. C'est ça qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, walou. Et alors, la dernière question, rituel de ce podcast que je pose à toutes les invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Oui, j'ai des modèles dans la vie. Je t'écoute. Déjà, mes 2 modèles principaux dans ma vie, c'est mes parents. C'est mon père et ma mère. Parce que, voilà, c'est des personnes qui sont venues jeunes en France. Je parle de ma mère au sein de la marque, mais mon père aussi, c'est mon modèle absolu. C'est mon modèle masculin parce que, voilà, mon père, il est arrivé à 20 ans en France, au début des années 70. En plus, il était arrivé illégalement en France. Il a roulé sa bosse jusqu'à Paris. Et voilà, il a élevé 14 enfants. Et c'est un homme, c'est un battant. Mon père m'a toujours appris à ne jamais plier le genou à terre et à toujours être digne et à se donner les moyens d'arriver aux objectifs auxquels on veut atteindre. Mon père, franchement, c'est un lion. C'est vraiment un winner. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile et voilà, moi je lui tire mon chapeau aujourd'hui parce que franchement tout ce qu'il a fait, le fait d'avoir quitté mes grands-parents, ses frères et sœurs pour venir en France, pour vivre convenablement en France, mais tout en n'oubliant pas sa famille au pays, d'envoyer de l'argent tous les mois au pays jusqu'à la mort de mes grands-parents et de faire en sorte de nous élever du mieux qu'il l'a pu, alors qu'on vivait dans une cité pas facile, en sachant qu'il a 10 filles en plus. Ouais, mais voilà, moi aujourd'hui, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui et pour mes frères et sœurs, parce qu'il a largement contribué à la femme que je suis devenue aujourd'hui, même s'il est dur, même si c'est un homme exigeant, c'est un homme imposant, mais voilà, c'est un modèle pour moi. Et j'espère qu'un jour, il sera fier de moi, lui et ma mère, parce que franchement, ce sont des personnes qui ont tout donné, qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, et c'est mes 2 modèles absolus. Après, moi, je suis pas fan des gens. J'admire le travail de certaines personnes, mais mes 2 modèles, ce sont mes parents. Voilà. C'est eux qui ont fait que je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui, et Africanista, quelque part, c'est ma manière à moi de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Après, en termes de modèles, ouais, au niveau de la mode, j'ai des mecs comme Kirby Raymond avec la marque Pierre Moss ou Virgil Abloh, tu vois, avec sa marque Off-White et le fait qu'il soit le directeur artistique de Louis Vuitton.
Ouais, pour moi, c'est mes goals en termes de mode. J'ai envie d'arriver au même niveau que ces mecs-là. Pour moi, c'est fort ce qu'ils font. Surtout Kirby Raymond, avec sa marque Pierre Moss. Après, j'adore Simon Jacquemus aussi. J'adore ce qu'il fait. Aussi. Et j'espère un jour le rencontrer face à face parce que la déclaration d'amour qu'il fait à sa mère, à Marseille, au Sud, le fait qu'il mette en avant les femmes de toutes les carnations, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines, le fait que la manière dont ces défilés sont pensés en termes de scénographie, etc., il est tellement créatif et pour moi, c'est le meilleur créateur français. On lance une invitation. Ouais, de la jeune génération. Franchement, j'espère un jour, j'espère qu'il m'entend, qu'il m'entendra en tout cas. Mais ouais, Simon Jacquemus, c'est un homme que je suis depuis plusieurs années. Moi, je l'ai découvert quand il avait fait une collab il y a quelques années, il y a plus de 10 ans même, avec La Redoute. Et je me suis dit, waouh, c'est beau ce qu'il fait. Et je le suis sur Instagram. Et voilà, c'est un mec... il a l'air humble, simple, il se prend pas la tête et ouais, c'est quelqu'un que j'admire en tout cas dans le milieu de la mode et puis voilà, après il y a Rihanna aussi avec ce qu'elle a fait à travers Fenty Beauty, sa marque de vêtements Fenty, mais cette meuf c'est une lionne, quoi. Comment elle a transformé sa carrière musicale en devenant créatrice de mode, créatrice d'une marque de cosmétiques, et puis même son style vestimentaire, son mindset, etc. Et puis voilà. Moi, ces personnages sont des modèles. Et après, il y a Beyoncé et Solange. Moi, Beyoncé et Solange, pour moi, c'est du hard level aussi. Et puis, ouais, toutes ces personnes-là... Ce sont des modèles. Ouais. Ce sont des modèles. De beaux modèles. De beaux modèles, ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, puis d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci. Merci à AIC d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.